Madame la Présidente, donc c'est un amendement de suppression de cet article. La révision systématique du salaire du patron n'implique pas qu'il soit baissé automatiquement s'il ne met pas en péril le redressement de l'entreprise. En revanche, il est bon de se poser la question dans les grandes entreprises. Merci. Dans les grandes entreprises, que le salaire du dirigeant ou de la dirigeante soit marginal par rapport au montant en jeu ne justifie pas le fait de ne pas le revoir à la baisse. Comment accepter en effet des licenciements de salariés si les dirigeants ont des rémunérations colossales de centaines, voire de millions d'euros? Dans les petites entreprises, la rémunération du dirigeant peut représenter un montant important par rapport aux sommes en jeu. Il est donc nécessaire, de notre point de vue, de se poser la question de sa baisse sans que celle-ci soit automatique. Oui, madame. Merci, Madame la Présidente. Rapidement, peut-être pour expliquer l'esprit de l'ensemble des amendements qui vont suivre, puisqu'ils ont une cohérence. Ils s'inspirent notamment d'une proposition de loi faite par les salariés de l'entreprise GM et S qui ont été mobilisés pendant plusieurs mois. Et les deux axes principaux posent la nécessité d'impliquer des entreprises sous-traitantes dans les décisions de leurs donneurs d'ordre et que les donneurs d'ordre assument les conséquences de leurs décisions auprès de ces sous-traitants. Cela est bon pour l'emploi et inscrit ces relations entre donneurs d'ordre et sous-traitants sous le long terme. Et ce n'est pas si souvent que des salariés fassent une proposition de loi de cet ordre-là. Et il nous semble important de prendre cela en considération. Concernant le premier amendement, il s'agit d'une proposition, d'une demande de rapport sur l'obligation, dans le cadre d'un plan de vigilance prévu par l'ordonnance 2017-1162 de juillet 2012, lorsqu'intervient un changement d'orientation technique, normatif ou économique ayant un impact sur l'activité d'un sous-traitant, ce type d'étude d'impact devant intervenir en amont. Merci Madame la Présidente. Comme je disais, c'est un amendement qui fait partie des propositions de salariés de l'entreprise GM&S. Il s'agit de réduire le délai maximal légal de paiement d'une facture à 10 jours ouvrés, les retards de paiement pouvant avoir de graves conséquences pour les entreprises sous-traitantes en touchant aux finances de l'entreprise. Un délai trop important dans le paiement soumet cette entreprise sous-traitante à une trop forte dépendance envers les donneurs d'ordre. Le délai de 10 jours laisse, selon nous, une marge de manœuvre pour donner aux donneurs d'ordre tout en évitant aux sous-traitants d'être en manque de financement. Non mais rapidement, j'ai bien entendu les réponses, mais je voulais juste rappeler à monsieur le rapporteur qui indiquait que depuis la crise de 2008, ça fait 10 ans et il nous semble que c'est effectivement un temps suffisant pour améliorer encore les procédures et donc nous participerons bien entendu aux travaux et serons très attentifs aux avancées et nous proposerons bien évidemment ces amendements en séance parce qu'il nous semble important de rappeler l'importance des enjeux socio-économiques, notamment pour les salariés mais aussi pour les entreprises sur ce sujet. Merci. Alors il s'agit d'un amendement qui vise à ce que les donneurs d'ordre puissent assumer une responsabilité environnementale au regard des dégâts que leurs choix stratégiques peuvent générer. Cet article permettrait de réintroduire la question environnementale dans la stratégie économique et limiter les processus d'externalisation avec des impacts qui ont un impact négatif sur l'environnement au seul sous-traitant. Donc cet amendement vise à l'implication conjointe et solidaire de la société de donneurs d'ordre aux côtés de la sous-traitance, la société sous-traitante dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Il y a notre proposition donc, est de faire assumer conjointement avec l'entreprise sous-traitante dans une situation de dépendance économique caractérisée ses conséquences sociales des orientations lorsque ces orientations conduisent à l'ouverture d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Il nous semble important à nouveau, alors il était dit qu'il fallait encore avoir des marges de manœuvre et qu'on pouvait y travailler, mais d'appuyer cette forme de solidarité aux conséquences encore dans un contexte de plans sociaux, aux conséquences extrêmement graves pour les salariés. Oui, Madame la Présidente. Donc cet amendement vise à responsabiliser l'entreprise donneur d'ordre vis-à-vis de ses conséquences, les conséquences de ces orientations stratégiques sur l'emploi et les territoires. Actuellement, il existe une obligation pour les entreprises de plus de 1000 salariés qui procèdent à des licenciements collectifs affectant l'équilibre d'un bassin d'emploi de contribuer à la création d'activités ou au développement des emplois et d'atténuer les effets du licenciement envisagé sur les autres entreprises dans le ou
le ou les bassins d'emploi. Nous proposons donc que les donneurs d'ordre dont un sous-traitant a procédé à des licenciements collectifs soient soumis à cette même obligation. La stratégie de sous-traitance visant à externaliser les risques industriels, commerciaux, de santé, de sécurité, etc. est problématique en transférant les responsabilités des donneurs d'ordre sur les sous-traitants. Face à cette logique, il nous semble nécessaire de responsabiliser à nouveau ces donneurs d'ordre qui occupent une position de force vis-à-vis des sous-traitants. Oui, merci. Alors, cet amendement porte sur l'organisation de la sous-traitance qui conduit à séparer la production en entités faussement indépendantes. Il apparaît nécessaire que les intérêts des sous-traitants et de leurs salariés soient pris en compte dans la gestion de l'entreprise donneur d'ordre. Et pour ce faire, les entreprises sous-traitantes ainsi que les représentants du personnel doivent, de notre point de vue, être intégrés dans le comité de groupe des donneurs d'ordre. Cela permettrait aux entreprises sous-traitantes ou prestataires ainsi qu'à leurs institutions représentatives du personnel, comme à celles du donneur d'ordre, de recevoir une information complète, identique et simultanée sur les implications et les conséquences socio-économiques de leur choix, notamment ceux relatifs à la réalité, à la projection d'activité, d'évolution des effectifs, aux besoins en qualification et en compétences et aux évolutions technologiques. Une meilleure information des entreprises sous-traitantes sur l'ensemble de ces éléments permettrait d'atténuer leur dépendance en leur donnant les moyens d'anticiper des évolutions de production. Il s'agit d'un amendement qui prévoit d'organiser les conditions donc, de participation du comité des salariés du groupe et un nouveau cas de réunion à l'initiative d'un représentant d'une entreprise de sous-traitante lorsqu'une décision du donneur d'ordre est susceptible de mettre en difficulté son activité. Notamment, la périodicité des réunions du comité de groupe doit être modifiée afin d'en faire un véritable instrument d'anticipation et une forme d'alerte à l'initiative des membres issus des sous-traitants serait instaurée par notre amendement. L'information et la consultation de celui-ci dans les domaines spécifiques de la sous-traitante rendue obligatoire. Cela nous semble également participer à une meilleure coordination et une meilleure anticipation pour les salariés et les entreprises sous-traitantes. Il s'agit d'un amendement qui vise donc à compléter la définition de la sous-traitance contenue dans l'article 1 de la loi de décembre 1975. Nous proposons de combiner un critère relatif à la taille de l'entreprise donneuse d'ordre, de l'existence d'une relation commerciale établie avec le sous-traitant et de la proportion du chiffre d'affaires de l'entreprise sous-traitante réalisée pour le donneur d'ordre. Nous instaurions ainsi une présomption de sous-traitance permettant une application plus large de la réglementation protectrice des entreprises sous-traitantes que plusieurs de nos amendements entendent par ailleurs renforcer. Cette définition complémentaire permettrait enfin de renforcer à travers nos amendements complémentaires les obligations spécifiques des donneurs d'ordre lorsqu'il s'agit d'entreprises d'une certaine taille. Oui, Madame la Présidente, il s'agit d'un amendement inspiré d'une proposition du rapport de 2013 des députés Untermeyer et Bonneau relatif au rôle de la justice en matière commerciale. Il s'agit de mettre à la charge des experts comptables un devoir d'alerte similaire à celui qui pèse sur les commissaires aux comptes. Les experts comptables étant le conseil de proximité des dirigeants des petites et moyennes entreprises et étant souvent les premiers à constater des difficultés. Dès lors, ce devoir d'alerte et d'information du tribunal de commerce permettrait de régler des problèmes en amont. En effet, les différents professionnels que nous avons rencontrés nous ont tous indiqué que plus les difficultés de l'entreprise sont connues en amont, plus il y a de chances de trouver des solutions pour sauver ces entreprises. C'est le sens de notre amendement. Oui, il s'agit d'un amendement qui se propose d'intégrer le crédit bail au crédit bénéficiant de l'effet de gel lié à l'ouverture d'une procédure collective. Le crédit bail étant une solution de financement prévoyant la mise à disposition d'un bien par un crédit bailleur à un crédit preneur pour une période déterminée en contrepartie d'une redevance périodique. Dans le contexte actuel, il me semble que l'accès au crédit est très restreint pour les PME. Le recours à cet outil est donc courant chez les petites entreprises. Or, en cas de procédure collective, ce mode de financement n'est pas considéré comme un crédit, mais comme un contrat en cours qu'il faut payer chaque mois. Il ne peut donc pas bénéficier de l'effet de gel qu'entraînerait l'ouverture d'une procédure collective. Et notre amendement se donne pour objectif donc de corriger ce problème.
Oui, merci Madame la Présidente. Donc, à nouveau, un amendement qui s'inspire des travaux de nos collègues Untermeyer et Bonneau en 2013. Il s'agit ici de créer une instance mêlant magistrats professionnels et juges consulaires dans les tribunaux de commerce en première instance, comme on appelle. Cela permettrait de confronter les points de vue du juriste et du commerçant, non seulement lors de l'audience, mais aussi lors de référés. Et c'est une mixité qui aurait l'immense avantage de notre point de vue d'allier donc l'expertise économique et la sécurité juridique. Oui, merci Madame la Présidente. Donc c'est un amendement, là aussi, inspiré des travaux de 2013 des collègues Untermeyer et Bonneau pour limiter les conflits d'intérêts. Nous avons pensé notamment, comme illustrant assez bien la situation, le conflit dévoilé par l'émission Cash Investigation sur le vice-président du tribunal de commerce de Laval, qui était aussi un haut cadre de Lactalis. Or, a priori, c'est ce tribunal de commerce, justement, qui aurait dû exiger une publication des comptes de cette entreprise. La déclaration d'intérêt ferait état des intérêts financiers, créances, dettes, liens d'affaires ou de commerce détenus par les juges consulaires, énumérerait les fonctions qu'ils exercent dans le cadre d'une activité économique et financière, ainsi que tout mandat qu'ils détiennent au sein d'une société civile ou d'une personne morale menant une activité à caractère commercial. Cette obligation s'appliquerait a fortiori aux présidents de tribunaux de commerce. C'est une déclaration qui serait adressée au président du tribunal de commerce ou au premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le tribunal, mais également au parquet, près du tribunal de commerce et de la cour d'appel. Elle pourrait être établie à l'occasion de la prise des fonctions et du renouvellement du mandat du juge de tribunal de commerce. Et les parties à une procédure devant le tribunal de commerce pourraient demander à en prendre connaissance. Voici les dispositions d'un amendement qui nous semble là répondre à la fois sur la durée et puis dans l'état actuel des débats et des affaires de conflit d'intérêts qui ont fait la une de l'actualité à un souci à la fois démocratique mais aussi juridique et commercial important. Oui, il s'agit d'un amendement visant à améliorer la formation des experts comptables pour qu'elle et Will puissent accompagner au mieux les entreprises en difficulté. Les experts comptables étant dans les conseils de proximité des dirigeants des petites et moyennes entreprises et étant souvent les premiers à constater les difficultés comme je l'ai déjà indiqué. Il nous semble qu'une meilleure formation de ces experts permettrait de mieux accompagner les entreprises dans des procédures qu'elles engagent. Et c'est le sens donc, de cet amendement pour faciliter justement le travail et anticiper un certain nombre de difficultés. Monsieur le rapporteur. Oui, merci Madame la Présidente. Il s'agit d'un amendement qui vise à inscrire dans la loi les commentaires au redressement productif créé par M. Montebourg en 2012, avec une mission de service public d'accompagnement des chefs d'entreprise, notamment ceux et celles en difficulté. Lors des auditions que nous avons organisées, la solitude des chefs d'entreprise, notamment dans les périodes difficiles, revenait en permanence. Et je ne doute pas que vous êtes nombreux, et nous sommes nombreux à avoir entendu ces retours dans nos rapports avec ces acteurs économiques. Il nous apparaît donc nécessaire qu'ils soient moins seuls pour faire face aux difficultés et pour prendre des décisions qui engagent la vie de leur entreprise. Cela passe de notre point de vue par le renforcement du rôle des salariés et des instances qui les représentent, ainsi que par un accompagnement plus important de l'État. Le commissaire ou la commissaire au redressement productif pourrait être un interlocuteur ou une interlocutrice précieuse pour conseiller ces chefs d'entreprise et mobiliser au mieux les services de l'État dans l'intérêt général. Oui, merci Madame la Présidente. Donc c'est un amendement pour rendre obligatoire la désignation d'un ou d'une administratrice judiciaire dans les procédures collectives dans lesquelles sont engagées des entreprises de moins de 20 salariés et dont le chiffre d'affaires hors taxe est inférieur à 3 millions d'euros. En effet, pour l'instant, ces entreprises ne peuvent bénéficier de l'expertise d'un ou d'une administratrice judiciaire. Et c'est précisément dans ces petites entreprises qui ne disposent pas nécessairement des compétences adéquates que leur savoir-faire pourrait être les plus utiles. C'est le sens de notre amendement. Oui, merci Madame la Présidente. Donc c'est un amendement qui souhaite inscrire dans l'article le seuil à partir duquel est faite la publicité de la liste des entreprises n'ayant pas payé leurs impôts. L'étude d'impact explique en effet que le gouvernement compte relever par voie réglementaire ce seuil de 15 000 à 200 000 euros.
À l'heure où le gouvernement prétend lutter contre la fraude fiscale et pratiquer le name and shame, il est paradoxal de notre point de vue de réduire la portée de cette liste. Il s'agit d'un instrument de dissuasion contre la fraude fiscale qui nuit énormément à la société et on peut enfin imaginer des entreprises qui feraient en sorte d'être légèrement en dessous des 200 000 € pour ne pas avoir leur nom publié. Pour ces différentes raisons, nous proposons donc de fixer le seuil de 150 000 dans la loi. Oui, dans la continuité du précédent, nous souhaitons supprimer l'alinéa 10 pour supprimer la nouvelle exception à la publication des noms des entreprises qui ne paient pas leurs impôts. Cet article ajoute l'exception à cette publication en cas de dépôt par le redevable d'une déclaration d'assiette régulière assortie d'une demande de sursis de paiement, c'est-à-dire quand l'impôt est contesté par l'entreprise. Le consentement à l'impôt, rappelons-le, est la base du pacte républicain et les grandes entreprises notamment trouveront toujours un moyen de le contester. Il nous semble que la publicité doit être la plus rapide possible, quitte à préciser qu'il y a une contestation en cours et indiquer si l'entreprise a eu gain de cause par la suite. Et comme pour le précédent, il ne s'agit nullement de rendre encore plus difficile la situation des petites entreprises et des petits entrepreneurs. Mais, et je pense que vous l'aurez compris, peut-être Madame la Présidente, si vous étiez surprise par nos amendements, il s'agit là de participer à l'effort national de dissuasion contre notamment la fraude fiscale, mais également pour rappeler l'importance de l'impôt des sociétés. Et il nous semble que c'est plutôt un cercle vertueux que nous voulions mettre en avant plutôt qu'une pénalisation. Et c'est le sens de nos amendements. Donc c'est un amendement qui se propose de créer en cas de cession un droit de préemption pour les salariés qui souhaiteraient reprendre leur entreprise. La reprise se ferait alors sous forme de coopérative. Ce droit concerne aussi bien les entreprises en difficulté que celles dont le propriétaire ou la propriétaire envisage la vente. Qui mieux en effet que les anciens et anciennes salariés peuvent assurer le futur d'une entreprise. Ils auraient comme priorité la sauvegarde de l'emploi et à la différence d'entrepreneurs voraces qui n'envisagerait que de délocaliser, il serait dans une gestion à long terme, selon des principes d'économie sociale et solidaire en tenant compte de l'intérêt général. La forte proportion des chefs d'entreprise proches de l'arbre de la retraite et le nombre considérable d'entreprises qui sont concernées par des projets de cession est une occasion pour développer cette reprise d'entreprise par des salariés et renforcer la démocratie au sein de l'entreprise. Je vous remercie, rapporteur. Ne le prenez pas mal, chers collègues, mais j'ai eu le sentiment que vous nous racontiez dans l'exposé sommaire une jolie histoire. Et ceci étant, j'ai le sentiment que ça peut être une histoire qui finit très mal si on l'applique de cette manière. Donc, avis défavorable. Je vous remercie, Madame la Ministre. Oui, avis défavorable également à cet amendement qui porterait atteinte au droit de propriété et à la liberté contractuelle. Madame Obono. Oui, rapidement, monsieur le rapporteur. Des fois, les jolies histoires se terminent bien, donc tant mieux. Mais ce n'est pas simplement une fable ou de l'impressionnisme, mais c'est aussi la réalité de beaucoup de salariés qui tentent justement de reprendre les entreprises et qui sont dans des processus justement pour mettre en œuvre non seulement des idéaux, mais la réalité de leurs projets qui permettent de maintenir des emplois. Donc il me semble que ça va plutôt dans le sens, y compris que votre majorité souhaite mettre en œuvre, que les salariés soient plus partie prenante et qui deviennent, y compris propriétaires collectivement de leur outil de travail et de leur projet professionnel. Donc c'est une belle fable, mais que vous pourriez rendre réelle si vous votiez et approuviez cet amendement, si ce n'est maintenant, au moins en séance, nous reviendrons là-dessus. Il y a un amendement tout à l'heure qui a été proposé par notre collègue Stan Guerini et qui propose justement un cadre très incitatif et un cadre juridique, un cadre financier qui permet d'encourager justement les salariés à reprendre leur entreprise. Et on l'a voté avec enthousiasme. Mais il y a des mesures concrètes qui correspondent à une réalité concrète. Voilà. Mais on y croit. Sinon, on n'aurait pas voté un amendement comme celui-là.
Nous procédons au vote sur cet amendement avec un avis défavorable de la ministre et du rapporteur qui est pour, qui est contre. Cet amendement n'est pas adopté. Oui, je vais défendre les deux amendements. Merci Madame la Présidente. Donc le 1756 et le 1625, le premier étant un peu plus complet puisqu'il intègre dans cette proposition de création d'un fonds de solidarité inter-entreprise une mission d'assistance financière aux dirigeants d'entreprises en faillite. Donc, par cet amendement, nous souhaitons mettre à contribution l'ensemble des entreprises, notamment les plus grands groupes et les plus grandes entreprises, pour soulager les petites et moyennes entreprises et assurer une solidarité financière entre donneurs d'ordre et sous-traitants. Donc, dans un premier temps, dans le premier amendement, nous rajoutons la mission d'assistance financière. Nous avons rencontré dans les rencontres, les discussions faites avec de nombreux acteurs économiques et de patrons de PME, TPE, eu beaucoup de retours sur la difficulté et la solitude qui est la leur dans les procédures et le manque de ressources financières une fois l'entreprise liquidée. Donc c'est une réponse que nous proposons à cela. En l'absence de mécanismes de solidarité organisés, nous proposons donc que ce fonds garantisse un revenu minimum à des anciens chefs d'entreprise dans leurs besoins. Enfin, le barème de cotisation de ce fonds sera progressif, ce qui permettra d'équilibrer les contributions entre les TPE et les très grands groupes. Il s'agit donc d'organiser une solidarité et une coopération entre les entreprises et je ne doute pas que nous partagions cet objectif et que l'un ou l'autre de ces amendements, voire les deux, puissent être adoptés. Je vous remercie, rapporteur. Votre amendement est, à mon sens, trop général, un peu flou et pas financé. Moi, je crois que le premier dispositif de solidarité entre les entreprises et les salariés, c'est la sécurité sociale, c'est Pôle emploi, c'est le financement, c'est l'indemnisation, les fonds d'indemnisation des chômeurs. Ce qui nous doit, à un moment donné, aussi nous interroger sur est-ce que notre pays, est-ce que les entreprises peuvent continuer indéfiniment à financer l'essentiel de notre protection sociale sur un modèle qui est relativement proche de celui de 1945, qui a montré toute son efficacité, mais qui, dans la mondialisation, doit quand même nous interroger. Voilà, je n'ai pas de réponse précise à la question que je pose, mais je ne suis pas sûr que le modèle que vous souhaitez développer soit porteur d'avenir. Encore une fois, des dispositifs de solidarité, on les fait vivre depuis des années dans notre pays. Donc défavorable. Madame la ministre. Oui, on comprend un petit peu l'esprit, mais le caractère très imprécis de la rédaction prive l'amendement de portée pratique et il y a donc un avis défavorable du gouvernement. Je vous remercie. Avis défavorable sur les deux amendements. Je les mets aux voix. Non, pardon, Madame Obono, je vous en prie. Oui, si je peux me permettre de répondre. Alors pour les précisions, il est indiqué dans les deux amendements que nous proposons qu'elles soient faites par décret en Conseil d'État, mais nous repréciserons s'il est besoin en séance. Et par rapport à la remarque de Monsieur le rapporteur, les dispositifs de solidarité importants de la sécurité sociale sont financés par les salariés, par leurs cotisations. Donc c'est une chose particulière et que nous souhaitons défendre et conforter, effectivement. Mais là, il s'agit de toute autre chose. Donc, il s'agit d'un fonds pour les entreprises en difficulté et qui me semble répondre, y compris à beaucoup de choses qui ont été dites ici, sur les difficultés, notamment des très petites entreprises, à pouvoir se financer. Et donc, c'est une des missions que nous donnons à ce fonds inter-entreprise. Donc, c'est autre chose, la sécurité sociale et son financement qui fait l'objet d'un autre débat. Madame Obono, cette commission fonctionne parce qu'on a des règles assez strictes, ce qui permet à chacun de s'exprimer. Je vais donc mettre aux voix l'amendement 1756 ayant reçu un avis défavorable du rapporteur et de la ministre. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement est rejeté. Le 1625, même avis, même vote.